Bonsoir et très belle année 2020 à vous qui nous regardez sur Noah, place à 20h le rattrapage. Votre émission qui décrypte les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Pour nous accompagner ce soir, nous accueillons Christian Baulme. Bonsoir. Bonsoir Elsa. Veuillez vous installer, je vous en prie. Vous êtes le président de la Ronde des Quartiers, une fédération de commerçants de Bordeaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Alors on commence, si vous le voulez bien, avec cette image qui était au cœur de l'actualité cette semaine. C'est évidemment le lancement des soldes d'hiver. Pour la première fois, elles vont durer 4 semaines au lieu de 6. Ce délai raccourci, c'est une idée du gouvernement face à la baisse des résultats économiques pendant les soldes. Est-ce que ça va permettre aux commerçants, finalement, de tirer leur épingle du jeu ? Écoutez, on l'espère, puisque on sort de 15 jours de ventes privées. Les ventes privées, c'est un cadeau qu'on fait à ses clients dans son réseau. On leur permet d'accéder au stock au maximum avec des remises. Les soldes, c'est tout le grand public qui a accès après à ce qui reste en vente. Les soldes, en fait, ça marche 15 jours. Et au bout de 15 jours, après, c'est du rattrapage, si on peut dire, le reste de la période. Donc, 4 semaines, c'est bien. Et ça va permettre peut-être aussi de rétablir cet équilibre entre période de solde, période de promotion, période de... Parce que justement, on a du mal à s'y retrouver. Je pense au Black Friday qui marche fort sur Internet, par exemple. Oui, mais le Black Friday, c'est une idée des Américains qui avait un vrai sens. Oui. Une idée reprise par les Français, quand même. Reprise par un grand site, que j'ai du mal à citer, tellement il perturbe le commerce. C'est cette idée aujourd'hui qui a été reprise en France. Les magasins sont obligés de suivre le mouvement. On ne peut pas ne pas. Donc on le fait à contre-cœur. Comment pouvoir attaquer une période de Noël en commençant par une période de vente à prix délirant ? Ça paraît fou. C'est pas du commerce, ça. Ça, c'est du business pour une entreprise qui collecte des infos sur la personne qui achète sur son site pour les revendre aux autres. Ils n'ont pas besoin de gagner de l'argent en faisant du commerce. Ils ont besoin que vous vous connectiez pour piller vos données. Donc là, finalement, le consommateur va mieux s'y retrouver ? Je crois. Parce que ça ne sert à rien de traîner des soldes et des soldes. Vous voyez les mêmes portants avec les mêmes vêtements pendant 6 semaines. Bon, au bout de 4 semaines, c'est bien. Ça sera fait. Et puis, on termine ça par une bonne braderie et hop, on passe à la nouvelle collection, on passe aux nouveautés. C'est ça qui est intéressant, c'est de solder ce qui reste pour passer à l'action. Passer à autre chose. Alors, d'après un récent sondage IFOP, 80% des consommateurs comptent bien consommer pendant les soldes avec un budget moyen de 193 €. Il risque d'y avoir du monde rue Sainte-Catherine à Bordeaux, mais également dans les plus petites communes comme à Saint-Palais, dans le Pays Basque, où les consommateurs restent fidèles à leurs commerces locaux. C'est parti pour 4 semaines de soldes et il n'y a pas que sur la côte que l'on peut faire de bonnes affaires. À Saint-Palais, les boutiques affichent des marques attractives. C'est le moment de s'habiller pour l'hiver. J'ai acheté un manteau à moins 50, donc ça vaut le coup. Cette boutique de prêt-à-porter ne pratique pas de vente privée. Les soldes attirent une clientèle fidèle. On a toutes les marques qui plaisent et qui sont bien dans l'air du temps, que les gens peuvent retrouver dans un seul et même lieu, que ce soit au niveau des pulls, des pantalons, de couleurs, ainsi que des manteaux. Et donc on a décidé d'appliquer d'excellentes réductions d'entrée de jeu. Saint-Palais renouvelle son offre commerciale et cela se ressent même dans des magasins présents depuis des décennies. On commence à rajeunir notre clientèle de plus en plus parce qu'on a des nouvelles marques, donc ça fait que ça amène une autre clientèle. Et puis les gens viennent de Saint-Jean-Pied-de-Port, comme de Salis, comme de Bardos, la Bastide, Ayères, tout ce coin arrive sur Saint-Palais maintenant. Oui. De nouvelles adresses ont ouvert, comme ce concept store de créateurs, ou cette boutique de décoration ultra tendance qui participe à la redynamisation du centre-ville. Il n'y a aucune boutique qui va rester vide. Une boutique ferme, une autre reprend. Il y a vraiment énormément de dynamisme à Saint-Palais. Ouais. On est loin de Bayonne, on est loin de Pau. Et le Saint-Palaisien est très fidèle à son petit pays et veut consommer local. Les soldes vont durer jusqu'au 4 février.
Alors on imagine l'impatience des commerçants, les soldes, c'est le retour en masse des clients après une période de fête plutôt morose, perturbée notamment par la forte mobilisation contre la réforme des retraites. Christian Baulme, je vous ai sous la main, c'est le moment de faire le bilan avec vous. Comment se sont passées les fêtes de fin d'année avec ces manifestations pour les commerçants de Bordeaux ? Alors qu'on se le dise, des manifestations construites, organisées, où le parcours est respecté, c'est pas un problème. Le problème, c'est la fin des manifestations où, après le mouvement des Gilets jaunes, on a l'impression que les Français ont achevé mai 68 et il est interdit d'interdire, donc on peut faire ce qu'on veut. Eh bien non, on n'a pas le droit de faire que ce qu'on veut, que ce que l'on veut. On a le droit de respecter aussi les autres. Et respecter les autres, c'est respecter les commerces. C'est ne pas aller perturber les zones commerciales. Comment voulez-vous, après, dire le commerçant a un lien de proximité, le commerçant il doit être détendu, souriant, accueillant, alors qu'on le met sous pression tous les samedis en faisant des manifestations. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu des télévisions parisiennes qui, à longueur de journée, parlent des problèmes de transport. Il n'y a pas de problème de transport en province. Il y a des transports en commun. Il y en a moins, mais il y en a toujours. La grève ne paralyse pas. Il n'y a pas de piquet de grève. On n'interdit pas aux gens de travailler. Quand on se met en grève soi et de manière collective. Mais on n'interdit pas aux autres de travailler. Donc ça veut dire que ça vous a empêché de travailler ? Ça a créé un climat de morosité. Et les clients n'étaient pas là pour acheter. Et ils ont acheté au dernier moment, certes en masse, mais au dernier moment. Ça a créé beaucoup d'angoisse chez les commerçants. Et ne pas oublier qu'on a rarement vu les camionnettes des sites de vente par Internet aussi pleines. Donc il faut que les Français fassent un vrai choix aujourd'hui, un choix de société. Soit on veut conserver des emplois dans le commerce, et donc il faut y aller. D'autant plus que acheter dans un commerce, c'est avoir tout de suite maintenant et que ça vous va. Alors que par Internet, quand ça ne vous va pas, ça peut être la galère, ça peut être le parcours du combattant. Il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes un acteur de proximité et dans ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, c'est-à-dire tout maintenant, tout de suite, ça, vous ne pouvez l'avoir qu'en allant chez votre commerçant. Et donc là, finalement, quel bilan faites-vous ? Assez moyen. Une fin d'année moyenne, après une fin d'année terrifiante l'année dernière, assez moyenne. En tout cas, pour Bordeaux, la métropole est une cible pour tous les manifestants. On vient se regrouper dans la métropole. Donc la métropole souffre particulièrement beaucoup depuis 1 an maintenant, depuis 14 mois. C'est une grande souffrance pour le commerce car on se dit, ça y est, on est en train de revenir, on est en train de reprendre le dessus et hop, on reprend un mouvement essentiel. Donc il faudra peut-être aussi que le gouvernement regarde dans la temporalité les réformes structurelles. Voilà, qu'on se le dise. Alors justement, vous parlez des grosses villes, des grosses métropoles comme Bordeaux, mais qu'en est-il des petites villes ? Est-ce qu'elles ont subi les grèves, les manifestations ? Allons faire un tour à Guéret. Cette année, dans la Grande Rue, le Père Noël n'a fait que des heureux. D'une manière générale, les boutiques ont toutes profité d'un afflux de clientèle. Le mois de décembre, qui pèse lourd dans le chiffre d'affaires annuel, a tenu ses promesses. Ça a marché très très bien, tout à fait. Pas trop dans cette boutique où je vends exclusivement des chaussures, quelques sacs, mais surtout des chaussures. Mais dans mon autre boutique, un petit peu plus haut, ma jolie boutique, maroquinerie, là, oui, ça a très très bien fonctionné. Pourtant, certains commerçants ont eu chaud. Même loin des grandes tempêtes sociales, ils ont malgré tout ressenti l'effet des grèves. C'est le cas de cette boutique de lingerie haut de gamme, dont la clientèle vient souvent de loin. Il y a eu des petits soucis à cause de toutes ces grèves qu'il y a en ce moment. On n'a pas vu notre clientèle parisienne, qui d'habitude vient au moins une semaine. On les a très peu vus. Mais pour autant, le chiffre s'est fait sur le décembre, donc on est satisfait. Ce qui signifie un vrai retour de la clientèle locale, c'est d'ailleurs le sentiment des artisans de la manufacture. Une boutique installée depuis 3 ans et dont le chiffre d'affaires a bondi de 20% en décembre, et ce malgré l'ouverture de 2 boutiques éphémères dans le voisinage. C'est pas du tout de la concurrence, c'est justement le fait d'être plusieurs, ça attire plus de monde. Et de toute façon, au niveau des artisans, on fait tous des choses différentes. Et voilà, le monde amène le monde. Le Made in Creuse a le vent en poupe. La mairie, cette année, s'est d'ailleurs aussi appuyée sur ses artisans pour ses festivités de Noël. Des artisans qui vont souffler, tandis que les autres boutiques, elles, entament le marathon des soldes. Alors on l'a vu dans ce reportage, la clientèle parisienne a manqué aux commerçants de Guéret. Est-ce que vous, les touristes, vous ont manqué aussi dans le centre-ville de Bordeaux et aux alentours ?
on ne l'a pas encore évoqué, mais c'est évident qu'on ne pouvait plus se déplacer entre Paris et Bordeaux et qu'on sait très bien que les aéroports internationaux de Paris captent énormément de monde et que énormément d'étrangers ont préféré annuler leur séjour en France plutôt que de prendre le risque d'être bloqués par manque de transport. Évidemment, nous avons manqué de touristes. Bien entendu, le mois de décembre, on est d'accord, il y a des commerces qui ont très bien tiré leur épingle du jeu et d'autres pas. C'est d'une manière globale, on peut dire que le mois de décembre s'est fait, mais de manière très tardive. Et je crois qu'un peu partout, dans toutes les villes, ça s'est concentré sur les 15 derniers jours, alors que d'habitude, ça se fait à partir du moment où il y a le Black Friday. Alors le Black Friday, on y revient toujours. Le démarrage des courses de Noël, c'était à l'époque du premier week-end de décembre ou du dernier week-end de novembre. Et bien maintenant, ça, c'est fait par le Black Friday. Donc la clientèle revient après, quand ils n'ont pas trouvé. Et, quand on sait que 40% de ce qui est acheté le jour du Black Friday sur Internet repart, alors on va parler peut-être écologie, là. Ça pose question. Alors on va parler gilets jaunes plutôt. Nous sommes 1 an après le début du mouvement. Quelles traces ont-ils laissées pour les commerçants de Bordeaux ? Alors il faut se dire qu'à Bordeaux, ils n'ont jamais cessé d'être présents. Et ils sont toujours présents. Alors ils sont 50, ils sont 100. On est loin des grosses mobilisations du début. Mais ils sont toujours là. Et non plus agressifs physiquement sur les vitrines, sur le bien commun, le bien public. Ils sont agressifs quand des boutiques, notamment qui sont tenues par des femmes, et exclusivement des femmes, qui ferment leurs rideaux parce qu'elles ont peur, eh bien là, ils deviennent extrêmement agressifs. Ça, c'est intolérable. Intolérable. On n'a jamais dit, nous, commerçants, que le discours, que les demandes des Gilets jaunes étaient inaudibles, étaient imbéciles, qu'on ne pouvait pas les partager. Nous sommes tous potentiellement des Gilets jaunes, mais pas dans la manière. Paralyser un centre-ville pendant 1 an, c'est scandaleux. Où en sont aujourd'hui les indemnisations liées aux dégâts ? Vous savez, on ne parle pas d'indemnisation. On parle d'indemnités qui ne sont pas des compensations de manque de chiffre d'affaires, qui sont juste des aides pour se sortir la tête de l'eau pour les plus fragilisés d'entre nous. C'est tout. Sinon, ce sont des reports de charges. Alors, les reports de charges, au bout de 6 mois de Gilets jaunes, c'était acceptable, ça nous permettait de faire. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit, suite aux mouvements sociaux, on reporte ces mesures. Mais ça sert à quoi de reporter des reports de charges incessamment ? Il va bien falloir qu'on paye un jour. Il y a des boutiques qui ont fermé ? À Bordeaux, il y en a un certain nombre. Et vous le voyez moins, parce que quand une boutique ferme, elle est remplacée par une autre. Quelle est la raison qui fait qu'elle ferme ? Parce qu'ils ne tirent pas leur épingle du jeu. Bien souvent, c'est ça. Mais vous savez, être failli, faire faillite, c'est quelque chose, c'est un mot qui est lourd. Donc on ne crie pas sur les toits, on vend son fonds de commerce, on vend son pas de porte, on règle ses dettes et on s'en va. Tout se fait discrètement. Tout se fait discrètement. Donc on ne sait pas exactement combien vont mourir encore, parce que ce n'est pas fini. Alors nous restons au chapitre Gilets jaunes avec cette information. Un policier a été mis en examen cette semaine pour violence volontaire. Il est soupçonné d'avoir gravement blessé à la tête un gilet jaune avec un tir de LBD, un lanceur de balles de défense. Des faits qui se sont déroulés il y a 1 an à Bordeaux. Plongé quelques jours dans un coma artificiel, la victime souffre toujours de lourdes séquelles. On voit sur ces images tournées l'an dernier, la victime justement. Et direction le Périgord à présent, je change de chapitre une nouvelle fois et ces zones rurales avec cette difficulté vécue par les commerçants et les habitants, le manque de distributeurs automatiques de billets. Dans le petit village de Saint-Saul-la-Coussière, il est difficile de consommer ou de vendre sans argent liquide. On regarde. Ce matin à Saint-Saul-la-Coussière, on a eu beau chercher, impossible de mettre la main sur un distributeur automatique. Et pour cause, dans ce village de 860 habitants, pas de guichet où retirer de l'argent liquide. Alors quand on a besoin de monnaie pour payer son café, il faut savoir s'adapter. Je suis obligé d'aller à Nontron à 17 km, retirer de l'argent pour quand j'en ai besoin ici. Je me débrouille comme ça, mais c'est difficile. Les commerçants du village aussi sont contraints de s'adapter. Nous avons fait le choix de prendre un terminal de paiement sans limitation de montant pour faciliter les achats des gens.
Ça implique des frais pour vous, j'imagine? Ça implique quelques frais, mais bon, il y a toujours la vente et ça évite que les gens fassent demi-tour sans rien acheter. Car si la commune bénéficie d'une agence postale et de plusieurs sites points verts du Crédit Agricole, le distributeur multibanque le plus proche se trouve à 11 km. Un frein à l'activité commerçante du village, déplore le maire. Il va falloir qu'on prenne des mesures, nous, à la commune, peut-être pour aider nos commerçants à se renouveler et à trouver des successeurs. Donc tout ce qui pourrait favoriser leur implantation? Exactement, et les distributeurs d'argent en fait partie. C'est un des éléments de maintien ou de développement. Une commune sur 2 en Dordogne ne dispose pas de distributeurs, ce qui en fait un des départements les moins bien dotés, comme le montre ce rapport de la Banque de France. Une contrainte de plus pour le développement des territoires ruraux. On pense quand même que la Dordogne a réellement, ça peut sembler toujours énorme de le dire, mais un réel potentiel économique, mais dans une économie qui est celle de 2020 et dans les décennies à venir. Mais évidemment, si on est démembré de tout un tas de services et de facultés de proximité d'ici là, on ne voit pas comment à un moment donné on va pouvoir revendiquer quelque chose. Car même si la disparition de l'argent liquide se confirme, pour l'instant la monnaie sonnante et trébuchante fait encore des envieux. Christian Bohm, ça vous fait réagir? Oui, je trouve ça scandaleux qu'on veuille penser, sous prétexte qu'on ne peut pas contrôler les espèces, qu'on veuille les supprimer. Ben voilà, on est en train d'appauvrir des territoires. Et les territoires, quelles que soient les métropoles, quelles que soient les capitales, on a besoin des territoires pour vivre, pour exister. Donc il faut maintenir ces services. Néanmoins, la loi a évolué. Les commerçants peuvent avoir des distributeurs de billets chez eux. C'est tout à fait possible et c'est légal. Il me semble que dans les communes rurales, eh bien, il devrait falloir mobiliser le politique pour qu'il permette à des commerçants d'avoir des distributeurs de billets chez eux. Voilà, c'est une des pistes peut-être. Alors on l'a vu, si rien n'est fait, certaines zones rurales dépérissent, mais heureusement ce n'est pas le cas partout. À Taizé-Azy, par exemple, le petit village de Charente, un bar vient de faire son grand retour, tenez-vous bien, après 30 ans d'absence. Autour du bar et d'un café chaud, les premiers clients. Ouais, mais tu vois, comme format, c'est pas mal ça. Oui, je trouve que c'est pas mal pour l'apéritif. Ouais. Pour cette ouverture, on discute produits locaux et on apprécie le confort des lieux. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très chaleureux, convivial. Et puis aussi familial. Je pense que ça peut toucher tout type de personnes. Chacun peut ici trouver sa place avec différentes ambiances aménagées par les propriétaires du bar Les Forges. Alors un petit espace où on peut se promener tranquillement pour se poser, pour aller boire une petite bière ou un petit café avec des amis. Voilà, on a voulu un petit truc chaleureux avec des jeux en bois, des jeux de société. Puis après, à côté, on a fait une scène où il va y avoir les musiciens. Puisqu'on va faire des soirées-concerts, on va faire des soirées à thème. Il a fallu 1 an à Magali et Frédéric pour rénover ce moulin qui abrita au XVIIe siècle une forge militaire, puis une minoterie. Un patrimoine historique que la mairie apprécie de voir revivre en un lieu de convivialité. Si on remonte à quelques années, il y avait 2 bars sur la commune, dont un aussi qui faisait restaurant. Donc je pense que tous ces lieux de rencontre, pour moi, c'est un poumon, quoi. Ça fait se rencontrer la population. Un lieu culturel et de convivialité qui amènera des services aux habitants et aux touristes. Une épicerie de proximité sera opérationnelle avant l'été. Ça crée du lien social dans les villages. On est loin des centres commerciaux situés en périphérie. Mais c'est ça la vraie vie. Auquel on revient. On revient à son commerçant parce qu'on s'aperçoit que finalement, faisant 30 km pour aller chercher une baguette ou aller chercher quelque chose, il vaut mieux l'acheter chez son boulanger. Ça le soutient, ça soutient. Et c'est du lien social parce qu'on rencontre ses voisins, on peut se recevoir, aller jouer ensemble au bistrot. C'est ça le lien social. C'est le mot moderne pour dire allez, venez, on va s'amuser. Une bande de potes à l'apéro. C'est un mouvement qu'on a oublié. Merci la télé. Je suis désolé pour vous, mais la force de l'image dans les foyers a détruit un petit peu ces lieux où on échangeait les informations, les cancans autour du comptoir, c'était quelque chose. Alors on va faire un pas de côté par rapport à votre actualité pour nous intéresser à l'inquiétude des ostréiculteurs de notre région. Après la Bretagne et la Normandie, le virus de la gastro-entérite a contaminé certaines huîtres de Charente-Maritime. Leur commercialisation est suspendue. Une centaine de professionnels est concernée sur les 900 que compte le département.
En Bretagne, l'alerte a été lancée il y a quelques jours après des cas humains groupés de gastro-entérite, des personnes qui avaient consommé des huîtres pendant les fêtes. En cause, le norovirus, responsable le plus fréquent de cette maladie chez l'homme. Eh bien, ce virus a aussi infecté les coquillages. En pleine épidémie saisonnière de gastro-entérite, pas facile de connaître l'origine d'une infection, mais les ostréiculteurs bretons mettent en cause l'assainissement insuffisant des stations d'épuration. Couplé aux fortes pluies, les rejets humains gagneraient la mer plus facilement. C'est forcément à travers les réseaux que l'on a eu cette contamination et en fin de compte cette pollution du milieu maritime. C'est quelque chose qui ne colle pas au niveau de l'assainissement. Maintenant, je demande au préfet et au ministre justement une enquête pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. En Charente-Maritime, aucune contamination de cet ordre n'a été relevée pour le moment, mais des analyses sont en cours. Une quarantaine d'infections alimentaires collectives auraient été signalées, sans qu'on sache s'il s'agit d'une transmission humaine de la gastro ou bien les huîtres qui seraient en cause. Du côté de la Tremblade, l'analyse est pour l'heure négative, pas de norovirus dans les clairs. Mais comme le rappelle Laurent Chiron du groupement qualité Marraine-Oléron, les ostréiculteurs vont devoir s'intéresser d'un peu plus près à l'assainissement sur les 27 communes de l'indication géographique protégée. Nous sommes toujours sur le plateau de 20h le rattrapage en compagnie de Christian Baulme, président de la Ronde des quartiers, une fédération de commerçants du centre-ville de Bordeaux. On poursuit avec ce sujet qui a cristallisé la colère des Gilets jaunes l'an dernier, le passage aux 80 km/h. Désormais, il est possible de faire machine arrière en Corrèze, par exemple. Les panneaux 90 km/h devraient bientôt faire leur apparition au bord des routes départementales. Le stock est là, rangé, impeccable, prêt à resservir. C'est quoi ça? Donc ce sont les panneaux de limitation à 90 km/h. Mais vous les aviez enlevés et pas vendus? Bien sûr que non. On espérait toujours qu'on revienne à une certaine sérénité, à revenir aux 90 km/h. Et il ne faudra même pas enlever les panneaux 80 km/h. Le département n'en a jamais installé ne serait-ce qu'un sur les 4700 km de route qu'il gère. Officiellement, baisser la vitesse était perçu comme pénalisant le développement, la ruralité. Dans le rétroviseur, il y avait aussi un peu de « il y en a marre, lâchez-nous, on sait ce qu'on fait ». La vitesse, c'est à la bon dos, je dirais, et ça ne fait pas tout. La preuve, c'est que l'an dernier, on est incapable de savoir si c'est à cause des gilets jaunes, puisque de toute façon, il y a eu beaucoup moins de circulation, et notamment dans les ronds-points. On est incapable de savoir à quoi est due la baisse, si tant est qu'il y en ait eu. Il y a les as du volant, il y a aussi les premiers tours de roue où on apprend très vite que la vitesse, c'est dépassé, et pas que pour la sécurité. Si on a ces trois paramètres, confort, sécurité et économie, je pense qu'on tient le bon bout. Donc je ne vais pas dire que je suis pour le 90. Au centre opérationnel routier du département, on a décortiqué les statistiques, étudié les profils et identifié quelques secteurs dangereux. Là, ce sera 70 km/h. Pour le reste, on assume. Il est quand même important de dire que chacun doit être maître de son véhicule à fonction du profil de la route. Donc c'est une autorisation maximum 90 km/h. Chacun doit être maître de son véhicule et adapter sa vitesse en fonction des circonstances. Le président qui roule à 160 ? Avant le retour du 90, la commission départementale de sécurité doit rendre son avis, seulement consultatif. Ensuite, on réinitialise les radars, enfin, ceux qui marchent. Également à la une de l'actualité, ce nouveau coup dur pour le Made in France. L'entreprise limousine France Confection, dernier fabricant de costumes français, a été placé en redressement judiciaire. On regarde ce reportage. Les petites mains des 85 employés de France Confection menacées. En 2018, l'entreprise a été reprise par le groupe Molitor avec comme projet de créer une usine 4.0. Mais un héritage comptable incohérent de l'ancienne direction et le désengagement de plusieurs partenaires fragiliseraient aujourd'hui les projets du groupe. Dans la vie d'une entreprise, de toute façon, il y a des virages. Là, le virage était un petit peu radical, à 180 degrés. Pourquoi ? Parce qu'on devait passer d'une usine plutôt en mode culturel et technologique archaïque à quelque chose d'ultra moderne. Grâce à la formation qui a été développée, on a atteint un niveau qui correspond au grade de qualité du luxe et du très haut de gamme. Patronage, couture, repassage, ces corps de métier répondent au savoir-faire français. Du haut de gamme et du luxe, le marché sur lequel France Confection se positionne pour pérenniser son activité, notamment à travers la création de nouveaux métiers. Là, on est parti pour cette évolution
pour monter en gamme. Ça marche, on a des nouveaux marchés, des nouveaux clients qui sont très satisfaits de notre boulot. Donc nous, ça nous motive et on est toutes soudées pour continuer dans cette lancée et conserver notre savoir-faire. France Confection a un délai de 6 mois pour espérer trouver un repreneur ou des investisseurs qui fassent bouger les lignes de l'entreprise. Encore une entreprise française qui risque de disparaître. Comment l'expliquer ? Bien, justement, c'est un petit problème, c'est qu'on achète toujours moins cher, de moins en moins de la bonne qualité. Et là, on est face à des fabrications françaises qui sont du très haut de gamme et pourtant à des prix très corrects. Je connais bien cette entreprise et c'est un drame, parce que c'est un drame pour tous les territoires, pour toutes les fabrications françaises. Il n'y a pas que le vêtement. Là, ce sont les derniers des Mohicans en France, les fabricants de vêtements. Mais il y a combien d'autres usines qui sont menacées et où on ne fait pas forcément ce qu'il faut pour alléger leurs charges, pour leur permettre de se développer, de prendre les virages. Très compliqué tout ça. Il faut aussi que ça soit culturel dans l'âme des syndicats, s'il en reste encore. Il faut aussi éduquer le consommateur ? Oui, alors on a de la chance, nous sommes Français toujours un peu résistants à la nouveauté et au changement. Donc on est un peu plus résistants que les anglo-saxons sur Internet. Mais il n'empêche que tous les ans, Internet progresse. Alors si maintenant les Anglais sont à 50% de commerce par Internet, nous, on est encore qu'à 36%. Donc, restons-y à ces 36%. Oui, il y a besoin de ces productions un peu exotiques pour alimenter le marché, d'accord. Mais sachons respecter nos emplois, nos enfants, à qui on doit pouvoir fournir des emplois. Un peu de légèreté à présent. Qui dit nouvelle année dit calendrier. Dans le sillage des dieux du stade, les skippers de la Mini Transat se mettent à nu pour la bonne cause. Vous allez le voir. Après les rugbymen, les pompiers, les agriculteurs, voici les ministes. Ce sont les skippers de la Mini Transat qui ont cédé à la tentation du calendrier dénudé pour 2020. Une série de clichés réalisés entre les deux étapes lors de l'escale aux Canaries par le photographe de la course. Ça n'a pas été évident, ni pour eux, ni pour moi, parce que moi, j'avais jamais fait de nu. Et puis, on se donnait un rendez-vous. Finalement, ceux qui m'avaient donné rendez-vous n'étaient pas là. Et puis, il y en a un qui m'a dit, Vincent L'Ancien, qui m'a dit, moi, je suis prêt. Donc, on a fait la photo, et puis, du coup, ça a un peu enchaîné. Et donc, au début, on avait fait que les garçons, et puis les filles sont venues me voir, elles m'ont dit, nous, on va bien le faire, mais il faut qu'il fasse nuit. Résultat, c'est clair-obscur plutôt réussi et un beau geste aussi puisque l'ensemble des bénéfices de la vente ira directement au profit de l'association SOS Méditerranée. Elle vient en aide aux réfugiés qui tentent la traversée, une cause qui touche tous les navigateurs. On a tiré 1000 calendriers et pour l'instant, je pense qu'on en a vendu la moitié. Donc on peut en trouver encore, on peut en commander sur Internet, sur le site de InEurope qui nous a mis à disposition sa plateforme de vente. Et à La Rochelle et à Lorient, à La Rochelle à The Roof et à Navigue Atlantique. Voilà, c'est 10 € et tous les bénéfices vont pour SOS Méditerranée. Alors si le charme de ces dieux et déesses de la course au large vous provoque quelque émotion, vous serez pardonné, c'est pour la bonne cause. En voilà une bonne idée pour les commerçants de Bordeaux. Peut-être, mais moi j'ai beaucoup aimé cette semaine que j'ai vu les vieux du stade, pareil posés nus. Donc je trouve ça très drôle. C'est signe aussi de l'avancée des mœurs qui sont plus légers qu'il y a quelques années. C'est maintenant l'heure de l'instant web. Comme chaque samedi soir dans cette émission, je vous propose de découvrir ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette semaine, c'est cette vidéo attendrissante consacrée à la naissance d'un bébé tamarin dans la réserve zoologique de Calviac en Périgord. C'est un primate qui vit dans les forêts tropicales sud-américaines. Les deux parents en fait ont une place quasiment similaire, aussi importante l'un que l'autre, puisque le père va aider à l'élevage du petit, mais aussi si jamais il y avait eu des grands frères ou des grandes sœurs, ils auraient participé aussi à l'élevage de leurs petits frères ou petites sœurs.
Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci Christian Baulme de nous avoir accompagnés ce soir. Je le rappelle, vous êtes le président de la Ronde des quartiers, une fédération de commerçants de Bordeaux. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Passez une excellente soirée sur Noah.